Bonjour à tous, il est 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Abuja hier après-midi. Le chef de l'État va prendre part aujourd'hui dans la capitale politique nigériane à la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La rencontre sera consacrée à l'examen des sujets de préoccupation en Afrique de l'Ouest, notamment la situation au Burkina Faso. Jérôme Kofi Aboulin. Accueilli à sa descente d'avion par le ministre nigérian de l'Aviation, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu droit aux honneurs militaires à son arrivée ce dimanche à Abuja, la capitale nigériane, dans le cadre d'un sommet ordinaire de la CEDEAO. Marquant une halte au salon d'honneur de l'aéroport international d'Abuja, le président de la République a saisi l'occasion pour situer sur l'enjeu de cette rencontre, non sans exprimer sa joie de se retrouver au Nigeria. Je suis heureux d'être là pour le sommet de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO tient 2 sommets par an. Un sommet dans le pays du président en exercice. C'est ce que nous avons fait à Accra au mois de juillet. Et là, maintenant, nous avons un sommet ordinaire au siège de l'institution. Ce sera donc l'occasion de passer en revue le fonctionnement de notre organisation, les progrès accomplis. Et je dois dire que nous sommes très satisfaits de la marche de la CEDEAO. D'ailleurs, le président de la commission est ici avec nous et je voudrais en profiter déjà pour le féliciter, lui dire toute notre gratitude. Parce que grâce à lui, nous n'avons même pas à nous préoccuper de ce qui se passe à la CEDEAO. C'est une maison qui est bien tenue. Nous aurons à parler du tarif extérieur commun, qui est donc une évolution importante au niveau de la CEDEAO, puisque nous qui sommes membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, nous avons déjà un tarif extérieur commun. Donc il faudrait harmoniser tout cela avec les autres États membres de la CEDEAO. Bien évidemment, nous aurons à évoquer la situation politique dans les États membres. Vous savez que l'année prochaine, il y a quasiment 5 pays de la CEDEAO qui auront des élections, à commencer par nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, le Burkina qui a une transition qui prend fin en novembre l'année prochaine, donc des élections l'année prochaine. Je crois que nous avons également la Guinée, le Togo et bien évidemment le Nigeria. Alors donc c'est un sommet qui sera également politique. En tout cas, je voudrais d'ores et déjà saluer mon frère et ami, le président Goodluck Jonathan, pour l'accueil et l'hospitalité qui nous sont réservés chaque fois que nous sommes ici à Abuja. Le chef de l'État, en quittant l'aéroport pour se rendre à son hôtel, ne s'est pas empêché de prendre un bain de foule. Des membres de la communauté ivoirienne au Nigeria ayant tenu à être présents à l'accueil pour lui rendre un vibrant hommage. Avant de poursuivre, sachez qu'il sera organisé ce lundi un forum sur le 3e pont d'Abidjan, le pont Henri-Konan Bédié, dont l'inauguration est prévue demain mardi 16 décembre 2014. Et justement, parlant du pont Henri-Konan Bédié, ce pont représente un enjeu. Un pont permet de rallier deux espaces difficilement joignables, mais il est aussi, comme la route, un outil au service du développement. De quoi s'agit-il? Que représente le 3e pont, à savoir le pont Henri-Konan Bédié, pour Abidjan en particulier et pour la Côte d'Ivoire en général? Les réponses avec Christelle Menant et Sylvie Toury. Plus qu'une simple route, le pont est un défi remporté par l'homme sur la nature. Une solution pour des échanges toujours plus efficaces malgré les obstacles. Après le pont flottant, ceux d'Houphouët-Boigny et de Gaulle, le pont Henri-Konan Bédié est la solution de l'heure. Abidjan, la capitale économique, suffoque. Les principales artères ne suffisent plus à contenir le flot croissant de véhicules. Près de 400 000 au total, c'est 80% du parc automobile national. Ça bouchonne partout et plus seulement aux heures de pointe. On espère qu'avec le nouveau pont, l'embouteillage va finir. Nous, les chauffeurs de taxi, nous sommes fatigués de ça. Ce 3e pont, c'est moins d'embouteillage espéré par les Abidjanais. Vous imaginez qu'on va démarrer le service à 5 heures et ce monsieur-là va s'amener aux alentours de 9 heures. Une fois, 2 fois, ça va. La 3e fois, on sera obligé de libérer, de trouver quelqu'un qui travaille dans la zone. Solution pour un trafic plus fluide,
Le pont HKB, c'est pour Abidjan 6,7 km de voies routières en plus. De nouvelles voies capables d'absorber jusqu'à 100 000 véhicules par jour. C'est aussi un raccourci de choix qui permet de rallier plus à l'est les rives nord et sud de la capitale. Un gain de temps annuel évalué à 18 millions d'heures. C'est vraiment un gain. C'est un gain en termes de temps, en termes d'argent. Et l'opérateur économique, c'est d'abord ce qu'il gagne. C'est vraiment le côté financier qu'il regarde. Et je pense que ce pont va, à n'en point douter, apporter un certain soulagement. Trafic plus fluide, gain de temps et d'énergie, c'est bon pour les échanges et le commerce, mais pas seulement. Ce troisième trait d'union entre le nord et le sud abidjanais est enfin une solution écologique. 90 000 tonnes de gaz carbonique évitées annuellement grâce au raccourci qu'il représente. Nous sommes heureux parce que c'est une réalité et je pense qu'on en profitera tous. Le pont Henri Konan Bédié, au-delà de l'infrastructure, est un outil stratégique de développement, un besoin impérieux enfin assouvi. Le Centre d'études financières, économiques et bancaires CEFEB a 50 ans. La commémoration de ces 50 années d'existence a été marquée récemment par une exposition à l'Institut français de Côte d'Ivoire, une exposition à laquelle ont pris part le ministre chargé de l'économie et des finances Kabaniale et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire Georges Serre. On en parle avec Jean-Louis Gbangbo. Ils sont 350, les cadres qui ont été formés au CEFEB, Centre d'études financières, économiques et bancaires. À la faveur de la célébration des 50 ans de cette institution, ces anciens diplômés et stagiaires de l'Université d'entreprise de l'Agence française de développement AFD se sont retrouvés pour faire le bilan sur le renforcement des capacités des cadres. Au regard des conditions drastiques de recrutement, la Côte d'Ivoire peut être fière de ses performances au CEFEB. Les hommes et les femmes ayant bénéficié de cette formation se retrouvent dans les centres névralgiques de décision qui engagent le devenir de ce pays. La célébration des 50 ans du CEFEB a été marquée par une exposition. Il a été aussi question du développement des pays par les cadres. On a vraiment, avec 18 000 stagiaires en 50 ans, vous imaginez, ça représente vraiment une force de relation, une force de conseil, et particulièrement sur le continent africain. Pour relever le défi de l'émergence à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire compte sur l'expertise du CEFEB. Il s'agit d'un centre d'excellence qui pourrait accompagner utilement la Côte d'Ivoire dans son dynamisme de croissance à travers la formation et le renforcement des capacités de cadres ivoiriens. Kabaniale souhaite une participation plus importante de ces cadres aux formations et séminaires organisés par le Centre d'études financières, économiques et bancaires. Fraternité Matin a aussi 50 ans. Les activités marquant les festivités de ce cinquantenaire se poursuivent. Un forum international sur le rôle de la presse dans l'émergence de l'Afrique se tient au Golf Hotel. Il s'agit pour les initiateurs d'échanger sur comment les médias africains peuvent contribuer au développement du continent. À ce forum, il a été mis sur pied le groupement des éditeurs de presse d'Afrique de l'Ouest, GPAO. Et à l'issue des travaux, le directeur général de Fraternité Matin, Venance Konan, a été élu président du groupement. Herman Niamien. Un des points forts du forum sur le rôle de la presse dans l'émergence de l'Afrique, initié par le quotidien Fraternité Matin, est la création du GPAO, le groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest. Le premier président de ce groupement, en la personne du directeur général de Fraternité Matin, a été élu à l'unanimité par ses pairs du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso et du Bénin. Venance Konan explique que l'idée de la création du GPAO a germé il y a bien longtemps, notamment à partir du partenariat qui existe déjà entre le quotidien ivoirien Fraternité Matin et le quotidien burkinabé Sidoya dans le cadre du traité de coopération signé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous pensons que nos organes de presse peuvent s'intégrer et en nous mettant ensemble, on peut être plus fort. Mais il y a l'échange des articles, on le fait déjà, l'échange du journaliste, l'échange d'expérience. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Autre point à l'ordre du jour de ce forum est de trouver des solutions pour intégrer durablement les technologies de l'information et de la communication dans la vente des journaux.
Les TIC, selon les professionnels, représentent aujourd'hui une opportunité qu'il faut saisir. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont sur leur Internet, bientôt ils auront tous des smartphones aussi, etc. Donc ils sont tous sur Facebook, ils sont tous sur Twitter, Donc pour accéder à ces lecteurs qu'on perd, nous, avec la presse papier, parce qu'on est cher, parce que c'est un produit élitiste, parce qu'il faut se déplacer au kiosque, eux, ils sont dans leur chambre, il faut que nous, on puisse leur amener quelque chose pour eux. La création du GPAO devra permettre aussi la numérisation des archives des différents journaux des pays membres du GPAO qui constituent, selon le président du groupement, un véritable trésor. 1914-2014, la commune de Grand Bassam a 100 ans, 100 ans de témoignage d'une époque coloniale et 100 ans de l'histoire postcoloniale de la Côte d'Ivoire, relatés à travers des monuments et des sites qui ont valu à la ville l'inscription au patrimoine culturel de l'UNESCO. La municipalité de Grand Bassam a donc décidé de marquer ce centenaire. Des expositions photos, des activités ludiques et didactiques sont au menu d'un programme débuté à la mi-décembre. Franck Quadiou. 1914 à 2014, la commune de Grand Bassam a 100 ans. Dans les rues, des vestiges de l'époque coloniale bien visibles. Pour le maire de la cité, il faut marquer une pause et célébrer le moment. C'est par Bassam que l'État a impulsé la chose communale. Le développement communal de la Côte d'Ivoire en 1914 en étant la première commune. Et ça, il faut le rappeler à la conscience collective. Première ville inscrite au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO, Grand Bassam veut faire sa toilette. Premier axe de cette célébration, un planting d'arbres et les plus jeunes sont choisis pour accomplir l'action. C'est avec les jeunes des écoles primaires qu'on a fait l'opération de planting d'arbres comme une relève qui doit se mettre en place pour demain. Planting d'arbres, exposition photo et activités sportives. Les 100 ans de la commune de Grand Bassam ont débuté le 6 décembre. Ils prendront fin en début du mois de janvier. Direction Genève, en Suisse, où le virus Ebola était au centre d'une conférence de presse animée par les ministres de la Santé des pays touchés par l'épidémie. Il ressort de cette rencontre que la reconstruction suite à la maladie va coûter des millions de dollars. Et les ministres de la Santé ont aussi évoqué l'état des systèmes sanitaires dans leur pays et les raisons de la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a causé la mort de 6000 personnes, notamment en Afrique de l'Ouest. Mamadou Kwasi. La reconstruction des structures sanitaires des pays ravagés par le virus Ebola va durer plusieurs années et va coûter des centaines de millions de dollars. Un processus auquel les pays touchés cherchent depuis des mois une solution. Au cours de la conférence de presse conjointe des ministres en charge de la santé des pays touchés par le virus Ebola, celui de la Guinée a relevé que son pays a lui seul recherche 300 millions de dollars, soit 150 milliards de francs CFA pour cette opération. Vous pouvez voir par exemple dans certains districts où on a pratiquement qu'un seul infirmier ou un aide-soignant qui n'a pas du tout la formation requise pour prendre en charge les cas liés à la prise en charge des épidémies. Et à cela, il faut inclure la formation et l'équipement des structures sanitaires. Un véritable défi auquel il faut, selon les conférenciers, associer la communauté internationale. Nous avons aussi des contraintes logistiques. Je peux sans doute compter sur les doigts de ma main le nombre d'ambulances que nous avions au début de l'épidémie pour une population de 6 millions de gens avec des conditions de terrain aussi compliquées que les nôtres. Nous savons tous que nous avons un manque aigu d'aides-soignants. Donc nous allons prioriser la formation et vraiment développer nos ressources humaines dans la santé pour essayer de renforcer nos institutions de santé. La représentante de l'OMS à cette conférence a rassuré les pays touchés par le virus Ebola. La disponibilité de son institution a accompagné la lutte contre cette maladie. Les systèmes et les ressources qui ont été et continuent d'être mobilisés pour combattre Ebola doivent être intégrés à des infrastructures et services post-Ebola durables. Les ministres ont tous tenu à saluer le travail remarquable effectué par les personnels de santé dans la lutte contre Ebola. Un personnel qui a payé un lourd tribut avec 349 décès depuis l'apparition de cette maladie.
En bref et en image, un pas de plus dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les 195 pays négocient sous l'égide des Nations Unies sur les changements climatiques réunis à Lima au Pérou ont conclu dans la nuit de samedi à dimanche des éléments de base d'un futur traité mondial qui devra être à son tour conclu à la conférence de Paris prévue à la fin 2015. Et c'est la fin de ce premier point de l'actualité sur RTI 1. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.